I've been down deep Texas, Mississippi State, hoping things might go my way. For every hard dollar I made, that stands a lot, man, just to take it away. Some might say I talk loud, see if I care. Unlike them, don't walk away from my fear. I busted bones, broken stones, look the devil in the eye. I hope it's gonna break this chain. Oh yeah, the devil's gonna make me a free man. The devil's gonna set me free. The devil's gonna make me a free man. The devil's gonna set me free. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Après l'intervention passionnante et magistrale, il y a tout juste un an, du docteur Bernard Rivière, président honoraire de la Société française de thérapie comportementale et cognitive, mon invité d'honneur est ce soir Henri Osavy, un homme très différent du milieu qui est le mien, mais dont j'ai pu découvrir l'érudition et le rayonnement à plusieurs occasions. Il ne m'a pas autorisé à évoquer son parcours professionnel qu'il a qualifié de hors sujet. Mais au-delà de son refus, je tiens absolument à souligner son engagement associatif sur le terrain, dans les collèges, dans les lycées, pour aller à la rencontre de la jeunesse, pour parler de civisme, pour parler de devoir de mémoire, pour parler de devoirs citoyens, pour parler aussi de recherche d'emploi dans des quartiers qui sont réputés, on va dire, difficiles. Mais comme Henri Osavy m'a fait l'amitié de lire mes 2 derniers essais de façon critique et sans concession et avec beaucoup de pertinence, après la courte présentation qui va suivre, il s'alliera à vous, comme le docteur Bernard Rivière l'avait fait l'année dernière, pour me poser les questions les plus, on va dire, impertinentes possibles pour susciter le débat. Alors, les questions, je vais commencer par des questions après, qui m'ont été posées par une dame qui est journaliste pour le journal Le Monde, on a vu ça tout à l'heure, Anne Bourrelier. Pourquoi écrivez-vous dans votre livre les psychanalyses ? Alors j'ai répondu en effet que la psychanalyse, c'est pratique de parler de la psychanalyse, mais ça n'a jamais existé en tant que pratique unique, cohérente, singulière et unifiée. En fait, ça évite de penser la complexité, de penser l'histoire aussi. Et dans l'histoire, eh bien, il faut savoir que aussi bien les théories que les pratiques avec les enfants, même parfois les nourrissons, les enfants, les adolescents et les adultes, sont vraiment très différentes, et depuis longtemps, elles sont différentes, parfois elles sont contradictoires, et parfois elles sont même divergentes. Par exemple, Freud explique beaucoup de problèmes à partir de la sexualité. À la même époque, vous avez Otto Rank qui explique les choses à partir du traumatisme de la naissance. Il en a fait un ouvrage, Das Trauma des Geburts, qui signifie le traumatisme de la naissance, et dans lequel il explique que, en effet, pratiquement tous les traumatismes sont liés de près ou de loin à notre naissance. Vous avez Wilhelm Reich qui explique les choses à partir des contraintes socio-économiques. Vous avez Freud qui parle du moi, vous avez Jung qui parle du soi, Lacan qui ne jure que par le je, et c'est vrai que c'est un vrai casse-tête d'essayer d'intégrer, quand mes étudiants posent la question, est-ce qu'il faut parler du moi, du soi, quelle référence, comment s'y prendre ? Et comme je suis germaniste, j'ai traduit beaucoup de textes de l'allemand, en particulier l'illusion d'un avenir, qui était la réponse de Pfister à l'avenir d'une illusion.
il est question là de sujet et non pas de moi. Donc déjà même à l'époque en 1928 ou 1930, il y avait déjà des divergences à l'époque. C'était donc un casse-tête. Et puis vous avez, parmi les étudiants qui l'étudient, le Moipeau de Didier Anzieux. Vous avez la pratique symbolique de Mélanie Klein, celle du fameux squiggle de Winnicott. Vous savez, squiggle, c'est des petits brouillons qu'on fait. On commence à écrire, à dessiner, puis le thérapeute continue, puis il repasse à l'adolescent ou à l'adolescente pour voir qu'est-ce qui va sortir de tout cela. Et j'ai tenté de faire le distinguo dans mon livre, dans tout ce fatras, présenter donc l'ensemble de ces théories et ces pratiques disparates dans mon livre Sartre et les psychanalyses. Donc dès le départ, dès 1900, il y avait déjà dans la Traumdeutung, dans le texte, l'interprétation des rêves, il y avait la participation de Ferenczi, d'Otto Rank, de Steckel et de tous ces auteurs. Et Sartre avait connaissance, grâce à son grand-père qui était lui-même professeur d'allemand, il parlait couramment l'allemand et il a traduit en 1927 la psychopathologie générale, Allgemeine Psychologie, de Karl Jaspers, qui était un phénoménologue allemand. Donc j'ai fait le distinguo et j'ai présenté les psychanalyses. Donc ça permet de se repérer. Et c'est vrai, je l'ai fait, c'est mon cours de fac. Je l'ai fait pour les étudiants qui me disaient, bon alors, monsieur Lorrain, qu'est-ce qu'on fait on parle du moi, on parle du ça, on parle du soi chez Jung. Enfin bon, c'était compliqué. Alors, donc j'ai montré l'intérêt de toutes ces pratiques, celles de Reich, de Freud, de Mélanie Klein, de Winnicott, etc. Et aussi les limites et les limites et les écueils de ces pratiques. Donc c'est un point de vue assez critique. Racontez-nous cette rencontre étrange avec Sartre. Alors, nous sommes en mai 1972. J'ai 23 ans et boulevard du Montparnasse, je vois au loin une silhouette frêle, chancelante, qui semble avancer sur des morceaux de braise, entouré de deux femmes qui semblent l'aider à marcher. L'homme clopine jusqu'à la closerie des lilas, comme poursuivi par les mouches, les Érinis, vous savez, ces déesses du souvenir, que Laurent Terzieff et François Perrier immortalisent alors au Théâtre National Populaire. Et après quelques hésitations, je rencontre cet homme aux yeux qui divergent et qui pourtant, nonobstant sa tronche à la Guernica, comme disaient ses adversaires, va mettre le regard au centre même de sa psychologie analytique qu'il nomme, dès 1943, dans L'être et le néant, la psychanalyse existentielle. Alors, on entend souvent, écoutez, il faut écouter. Bon, c'est très bien, sauf que dans ma pratique, j'ai commencé à travailler avec des autistes qui n'avaient pas la parole. Donc il fallait voir. Et je crois que peut-être tout à l'heure, Fatma qui vient d'arriver, pourra nous en parler, puisqu'elle a fait sa thèse de doctorat avec moi aussi, sur les parents, enfin sur les autistes et les autistes qui n'ont pas toujours la parole, et les parents d'autistes, et peut-être ce sera l'occasion d'un échange tout à l'heure. Donc j'étais désemparé parce que écouter c'était bien, mais j'avais rien à écouter. Et je vous parlerai éventuellement tout à l'heure d'une petite fille qui était écolalique et que j'appellerais Esther par exemple, et qui me disait, je lui disais bonjour Esther, elle me répondait bonjour Esther, comment vas-tu, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça l'écolalie. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça quand on a une formation freudienne pur porc, c'est quasiment pas possible. Donc voilà, Sartre m'a un peu ouvert l'esprit et je me suis dit qu'il fallait mettre le regard au centre même de la psychologie analytique et que écouter c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il est essentiel d'observer et de voir. Or, Freud ne supporte pas les regards, il l'a écrit et il a tenté de s'en expliquer. Dans le mythe d'Orphée, regardez
c'est ce qui conduit Eurydice à disparaître et à mourir dans les enfers, dans le royaume d'Hadès. Et depuis cette époque, le dispositif classique dans la psychanalyse consiste à ne pas voir son analyste, et l'analyste ne regarde pas, ou quasiment pas, ses patients. C'est en fait un homme au strabisme divergent qui réhabilite le regard et qui souligne qu'il est aberrant de ne vouloir qu'écouter et entendre, car dans la vie, il ne faut pas tourner le dos aux gens pour faire face aux difficultés de l'existence. Il faut donc toujours essayer de faire face et, d'une certaine manière, celui qu'on a appelé l'homme au magnétoscope a reproché à son psychanalyste de ne jamais regarder. Il a dit, vous m'avez désappris à vivre, parce que pour vivre, il faut faire face aux gens et les regarder dans les yeux, ou en tout cas, quand on ne peut pas les regarder dans les yeux, essayer de saisir ce qu'il en est de leur regard. Et c'est important avec les autistes. Donc on découvre, et tout le monde découvre, que Sartre a d'abord été psychologue, clinicien, explorant le vécu des délires et des hallucinations à l'hôpital Sainte-Anne, avant d'être l'écrivain que vous connaissez tous, le philosophe et le dramaturge que l'on sait. Comment en êtes-vous venu à la psychanalyse existentielle ? Donc là, je l'ai dit un petit peu là tout à l'heure. Initialement, c'était confronté à des enfants en difficulté. Alors, il y avait les enfants autistes, mais il y avait aussi ceux qui venaient consulter et qui me disaient « Je voudrais devenir chanteur, je voudrais être mécanicien, je voudrais être pilote, médecin, artiste. » Ils me parlaient tous de leurs projets et des projets qui leur tenaient à cœur, alors que les psychologues classiques, à cette époque, expliquaient tous les troubles à partir du passé. Alors qu'en fait, ces gosses, c'est l'avenir qui les turlupinait. Tout était donc dû dans ma formation, au départ, ou ramené systématiquement à une cause initiale, et c'était presque toujours les parents, et Sartre soulignait au contraire l'importance de l'avenir d'un sujet, les comportements d'un être humain s'expliquant plutôt par la prise en compte d'une causalité finale, et c'est pourquoi j'ai choisi comme couverture de mon livre une sculpture de Sartre en train de marcher. Et vous savez que Sartre et Alberto Giacometti, auteurs de cette œuvre sublime qui est L'homme qui marche, étaient de grands amis. Prenons par exemple une personne qui marche ou qui court. C'est vrai qu'une personne qui marche ou qui court, elle poursuit un but, elle pense, elle imagine, elle rêve, elle se prépare en tout cas pour une épreuve, on va dire par exemple une épreuve sportive par exemple, et elle peut s'entraîner soit pour rester en forme, soit pour obtenir un prix ou être sélectionnée, disons, pour les Jeux Olympiques de 2024. Dans tous les cas, quand on voit une personne courir ou marcher, c'est son objectif à venir qui détermine son comportement et pas son passé, ou sa sexualité, ou son traumatisme de naissance, ou les pénis introjectés surgissant des entrailles chez Mélanie Klein, ou le signifiant ou l'objet petit a chez ceux qui, comme disait Lacan, suivent pas à pas le pas de papa. La psychanalyse existentielle privilégie donc toujours l'avenir et les projets de quelqu'un. Précisez-nous encore, me demande-t-on, ce qui la distingue des autres formes de psychanalyse. Alors, là, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec Henri Ossavi, la psychanalyse existentielle élucide avant tout un vécu. Ce concept vient de Karl Jaspers et de la phénoménologie allemande, das Erlebnis, ça veut dire le vécu ou le ressenti. Donc, elle élucide un vécu au lieu d'expliquer tout à partir de ce qu'on croit être un fait objectif, un traumatisme ou un événement. Donc, le terme allemand utilisé par Karl Jaspers, c'est aufklären, qui veut dire éclairer, et non pas erklären, qui veut dire interpréter. Donc ça, c'est quand même important, parce que ce sont des concepts différents. Par exemple, le vécu d'une situation est plus pertinent que la situation elle-même. Si vous prenez par exemple un homme qui est sur une moto, si vous êtes derrière une personne qui roule à 200 km/h à moto, vous avez donc deux sortes de personnes. Vous avez une personne qui est terrifiée et une autre qui va jubiler. Voilà. Or, en fait, la situation est identique.
Donc c'est pas la situation ou le fait qui compte, c'est le vécu et le ressenti de la situation. Autre exemple que j'aime bien prendre, c'est celui des deux adversaires de Rafael Nadal. J'ai rêvé l'autre jour que je jouais au tennis contre Rafael Nadal. Eh bien, j'étais vraiment heureux en me réveillant parce que il y a deux sortes de personnes. Vous avez la personne qui est soucieuse et qui va se dire c'est perdu d'avance, bon, et j'ai zéro chance, bon voilà. Et puis une personne comme moi qui va se dire ah bah chouette, avoir l'opportunité et la chance de jouer contre Nadal, même si je paume, je suis super content. Voilà. Donc la situation est identique, mais le vécu peut être même paradoxal. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ça c'est complètement nouveau. C'est pas du tout ce qu'on nous dit. Quand une personne est traumatisée, on pense que c'est le traumatisme qui compte, alors qu'en fait, ça j'ai raconté ça dans un autre livre, Psychologie du nénuphar. Effectivement, j'ai rencontré par exemple Pascal Noah Berkovitch, qui est une femme, un écrivain formidable, qui est retournée en Israël, et j'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois. Quand elle avait 18 ans, elle a couru après son train pour passer son bac. Le train l'a accrochée. Elle a eu les deux jambes complètement cisaillées. Et bon, on pourrait dire, ça y est, c'est terrible. Quand je l'ai rencontrée, toutes les fois où je l'ai rencontrée, elle m'a dit, mais c'est passé. Voilà, je fais autre chose. Maintenant, elle est repartie en Israël, mais elle est spécialiste, elle est écrivain, mais elle est aussi, elle faisait avant du sport et elle fait du handisport, c'est ça? On dit du handisport, je crois. Elle est donc, et elle donne, enfin, elle montre à quel point, bon, c'est pas marrant d'avoir les jambes cisaillées, et plus de jambes d'ailleurs, mais on peut. C'est le vécu qui compte et ça n'a rien à voir avec l'antifragilité, mais pas avec ce qu'on appelle parfois la résilience, qui est un peu la tarte à la crème de certains auteurs. Voilà pour. Alors, il y a aussi le fameux stress. Un mot, peut-être qu'on en parlera, parce que ça, mes étudiants, dès que je change un horaire, me disent oh là là, monsieur Lorrain, vous avez tout changé, donc c'est la crise d'angoisse. Bon, voilà. En fait, le stress, c'est pareil, s'il est recherché, par exemple, dans les fêtes foraines, vous avez des personnes qui recherchent à se faire basculer dans tous les sens, etc. Et donc, ce qui compte, elles vont chercher le stress, et peut-être pour le maîtriser, enfin, vous pouvez l'expliquer comme vous voulez, mais en tout cas, si on les bouscule dans le métro, elles vont dire mais vous cherchez des noises, etc. Et elles-mêmes, elles se mettent en situation d'être chamboulées dans tous les sens et parfois même d'être véritablement angoissées. Donc voilà, vous avez aussi les films d'horreur. J'ai raconté ça dans un autre livre, Éloge de nos angoisses, parce que justement, je trouve que il ne faut pas faire comme si les gens avaient vraiment peur du stress. Ils recherchent le stress pour certains, et en particulier les films, ceux qui aiment regarder les films d'horreur. Dernière chose, peut-être, c'est le vécu de la douleur. Donc il y a une personne ici qui pourrait nous en parler, elle était avec moi tout à l'heure, c'est Pauline. C'est vrai qu'on pose systématiquement la question quand vous arrivez aux urgences, vous avez mal de 0 à 10. Voilà, ça veut dire qu'on essaie d'évaluer de 0 à 10, et ce sont des unités subjectives. Parce que, voilà, il y a des personnes qui vont geindre, ça va être jérémiade, etc., alors qu'elles n'ont presque rien. D'autres qui ont une plaie ouverte ou une fracture de l'humérus. et qui surmontent avec courage des situations traumatisantes que moi aussi j'ai connues. La causalité finale est donc à privilégier sur la causalité initiale, et c'est ce que Sartre nomme dans L'idiot de la famille la constitution, c'est-à-dire nous subissons tous dans l'enfance
nos parents, etc., et tout ce qui nous influence. Mais la personnalisation, donc vous avez d'un côté la Constitution, et ensuite la personnalisation, qui est l'expression de la liberté chez l'adulte. Sartre l'exprime simplement par cette phrase: on peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a fait de nous. Et Sartre va écrire 3000 pages sur Flaubert, considéré dans sa famille et dans son environnement et dans son entourage et dans sa société, en fait, comme l'idiot de la famille. Donc il y a 3 tomes, et c'est parce qu'il s'est construit à partir de ce handicap de départ. Et il n'est pas le seul. Et là, j'ai pris plein d'exemples littéraires dans Anti-suicide. Vous avez Hugo qui perd tous ses enfants. Vous avez Marguerite Duras qui est abusée, qui est violée. Vous avez Bazin qui est régulièrement frappé par sa mère, Folcoche. Vous avez Aragon qui est complètement paumé mentalement parce qu'il a une sœur qui s'avère être sa mère, etc. Ionesco qui apprend la mort de son père, lequel réapparaît à l'adolescence, etc. Et en fait, c'est Mithridate qui est à l'origine de l'antifragilité. Donc voilà, et ils auraient pu devenir tous cinglés, et ils s'en sont sortis entre autres, je n'ai pris que des écrivains. Comment de façon existentielle rendez-vous vos patients antifragiles? Eh bien, je l'ai dit, en considérant les patients, mes patients, comme absolument essentiels, c'est-à-dire importants à mes yeux, en stimulant leur créativité, en invitant des écrivains, des musiciens, des chorégraphes. Il y en a une ici présente, Laurence Misson, qui est venue, elle nous en parlera tout à l'heure, plusieurs fois danser à l'hôpital Sainte-Anne et créer des chorégraphies à la demande lors des fêtes de la musique, etc., en créant des spectacles à l'hôpital, et grâce à mes étudiants, dont certains sont ici présents, en les incitant à chanter, à danser, à déclamer des poèmes, à raconter leur histoire, et donc voilà, je vous donne un peu un tableau. Vous avez Sainte-Anne, avec son parc verdoyant, magnifique, et voici Suzanne, qui se sait regarder, et qui est considérée, et qui cesse enfin ses cactages intrigants et ses cris mutins pour prendre la parole. À l'occasion du Printemps des Poètes, voici Estelle qui, elle aussi, sort de son errance et de sa chambre capitonnée, aux côtés de Fabien, qui délaisse ses gestes d'illuminé et son visage morne qui effleurait le monde. Il y a Paul, là, souvent angoissé, qui suspend son délire et ses gueulantes stridentes pour assister au Printemps des Poètes, et Christelle, elle, qui ondule des hanches et agite ses mains de danseuse anorexique en traversant le jardin avec majesté, rejointe par Chloé qui cesse enfin de s'épouiller comme un gibbon et tresse ses longs cheveux d'ébène, renouant enfin avec le savon et la douche. Elle était un curique, donc. Il y a aussi Jean, lui aussi, comme beaucoup de vulnérables, je les appelle les vulnérables, comme Hugo parlait des misérables, qui cessent de convulser lors des spectacles que j'organise pour poétiser l'hosto, comme avait dit Daniel Royer dans un discours il y a 2 ans, pour poétiser l'hosto. Il y a enfin Richard qui délaisse ses insomnies rebelles et ses détresses sans nom et affiche enfin un peu d'hilarité, tandis que Sophie, dont je rapporte l'histoire, en oublie, dans le livre, en oublie ses complexes, Hans ses excuses bidons, Sezgi ses traumas et Ahmed son inquiétante étrangeté. Voilà pourquoi j'ai pratiqué l'ascèse du regard dans ce lieu bourdonnant de vie folle, et pourquoi, plutôt que de shooter les patients à l'aldol ou au Prozac, j'ai lancé cet adage existentiel, mieux vaut écouter du malheur que de ressasser ses malheurs. J'ai remercié en fin d'ouvrage, car je leur dois un soutien précieux, ceux qui m'ont encouragé et joué le jeu dans ces stratégies de l'évasion dans le domaine des arts et des lettres, et je dois beaucoup à des amis proches et fidèles, dont certains sont ici nombreux ce soir. Maintenant, place aux questions, et donnons la parole à mon ami le colonel Henri Ossavi.